Alors, avant de commencer, on a besoin de votre consentement. C'est très important pour nous. Et pour nous donner votre consentement, si vous pouvez nous faire un bel accord. Donc, pour faire un bel accord, si vous pouvez faire oh, oh, vous le tenez, il faut que ça vibre. Faut que ça... oh, oh, oh. La chose qu'on a considérée être la plus sacrée, c'est la vie. Alors, on a une pensée ce soir pour tous les peuples qui, en ce moment, sont massacrés. Bonsoir. Alors, je propose qu'on se détende. Hein, on va commencer comme ça. On connaît la moitié de la salle. Tout va bien. Hein. Bon, du coup, pour l'autre moitié qui ne me connaît pas, donc moi, je suis Oumesha. Je suis conteuse maintenant depuis plus ou moins 2017. Aujourd'hui, si on m'a invité à parler de la place du sacré dans mon travail, c'est en partie en lien avec ma nouvelle création qui s'appelle La Nuit des Dépossédés. Je n'aime pas parler dans un micro. Ça va, vous m'entendez? Je suis obligée de... Oui, ok. Et donc, cette nouvelle création, en fait, c'est un spectacle qui se base sur une épopée musulmane qui met en scène les petits-enfants du prophète de l'islam. Et ça peut être considéré comme le récit fondateur de la communauté chiite musulmane. Je peux continuer à parler, mais je pense que c'est bien que chacune on se presse. Vous? Oui, on va faire comme ça. Bonjour, moi je suis Vi Indigaya. Je suis conteuse. C'est vrai que le timing, c'est depuis 2010 à peu près. Enfin, ça fait un temps parce qu'évidemment, c'est presque 15 ans et j'ai fait d'autres choses. Enfin bon, bref. Alors pourquoi on a pensé à moi? J'étais un peu surprise quand elle m'a annoncé ce sujet, le sacré. J'ai pas de grande mythologie comme cette chère Oumé. C'était, je pense, lié à mon spectacle qui s'appelle Yuana Kaira. Yuana Kaira, c'est le premier nom de la Martinique. Et dans ce spectacle, je raconte l'histoire de la Martinique vue par moi, un peu vagabonde. Et c'est autour d'une veillée funèbre fantastique. Je m'étendrai un peu plus longtemps tout à l'heure, mais je pense que c'est ça qui a fait écho dans l'esprit éclairé de Christine et qu'elle a pensé à moi. Mais je déploierai tout ça plus tard. Moi, je m'appelle Anne Deval. Moi, j'ai fondé la compagnie CTA avec Frédéric Blanco il y a 20 ans maintenant, parce que c'était en 2004. Et on fait donc du conte musical et du récit d'histoire populaire. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi j'étais là. mais bon, voilà, sur l'espace sacré de la scène, la fonction sacrée de la transmission de la mémoire, sur le sacré de l'imaginaire et des mondes imaginaires et des territoires imaginaires qui, à mon sens, sont à protéger, parce que je suis aussi une pirate de l'imaginaire. Voilà. Et je m'étendrai tout à l'heure, plus tard aussi. Alors du coup, c'est à moi de m'étendre là. Mais donc en fait, si je suis amenée maintenant dans mon parcours de conteuse à raconter cette histoire, enfin que j'ai décidé de raconter cette histoire, c'est parce que j'ai une relation assez intime et profonde avec cette épopée. Un des liens que j'ai avec cette histoire, c'est que je suis née et j'ai grandi en Belgique, mais dans une famille d'origine pakistanaise issue de la communauté chiite musulmane. Donc, il faut savoir que les chiites, donc il y a le chiisme et le sunnisme, et que les chiites sont minoritaires au sein de la communauté musulmane. Et dans cette communauté-là, l'histoire que je vais raconter, la bataille de Karbala, était racontée tous les ans. Et donc, c'était une commémoration qui se faisait sur 10 jours, et pendant laquelle on racontait donc cette bataille, et ça se faisait vraiment selon un rituel bien précis. Et donc, je pense que c'était fin des années 70, donc 70 pour vous. Au début des années 80, en fait, il y avait une toute petite communauté indo-pakistanaise chiite en Belgique. Et donc, pour faire cette célébration, ils se retrouvaient les uns chez les autres.
Et puis à un moment, ils ont loué une maison, je pense que c'était sur la commune de Jette, j'étais encore toute petite, et cette maison nous servait de mosquée, et c'est là où on faisait cette célébration. Puis je ne sais plus trop ce qui s'était passé, une histoire de toiture, de plafond, bref, ils ont arrêté de louer cette maison, et donc notre mosquée est devenue à nouveau nomade. Et donc, on passait de maison en maison, et parmi les maisons qui accueillaient ce rituel, il y avait la maison de mes parents. Et donc moi, j'ai en fait grandi dans cette histoire. Et je me souviens, en fait, je me souviens même plus de la première fois où je l'ai entendu. Et en fait, oui. Et donc cette histoire, en fait, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que dès le départ, en fait, à partir du moment où j'ai un peu pris conscience de ce que c'était le monde du conte, ce que c'était la narration contée, je me suis dit, ah ben tiens, la manière dont les personnes racontent cette histoire pendant ces 10 jours-là ressemble très fort à du conte. Mais pour moi, c'était juste impossible de le concevoir sur scène parce que ça n'avait pas de sens pour moi de sortir cette histoire de son... Enfin, de dire que c'était une histoire, ça n'allait déjà pas. Parce que pour moi, une histoire, c'était une fiction. Et que pour la plupart des gens qui l'écoutaient et qui la disaient, c'était une réalité. D'abord, elle avait une réalité historique, parce que c'est basé sur des faits historiques. Et puis, elle faisait partie de leur foi. Et quand elle faisait partie de leur foi, ben ça, c'est pas de l'imaginaire, du coup. Et si c'est pas de l'imaginaire, c'est pas de la fiction. Et si c'est pas de la fiction, ça n'avait pas de place sur la scène. Alors, depuis toute jeune, je pense que j'étais encore toute ado, j'avais vraiment très très envie de raconter cette histoire. Mais, et j'avais aussi très très envie de faire de la scène, mais je ne comprenais pas comment est-ce que je pouvais combiner les deux, parce que pour moi, elle n'avait pas de place en dehors de la mosquée. Et puis à un moment, ben oui, la question s'est posée parce que j'étais vraiment très très passionnée par tout ce qui était mystique, spiritualité, et je baignais là-dedans à la maison, autant dans la spiritualité ici de l'hindouisme et du bouddhisme que l'islam. Et du coup, le sacrifice éventuel à faire, c'était pour avoir une certaine légitimité pour raconter cette histoire, il aurait fallu que j'aille faire des études théologiques en Iran ou ailleurs. Et bien en fait, c'était pour moi déjà à l'époque, c'était vraiment aller me jeter dans les bras d'un conformisme liberticide, et je me sentais pas prête pour ce sacrifice. Et tant mieux, parce que sinon je serais pas là devant vous à parler. Hein. Et puis oui, et puis c'était tellement pas de l'ordre de la fiction, parce que j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que quand j'ai commencé à raconter, j'ai commencé à me former, donc à l'École internationale du conte, donc au sein du Théâtre de la Parole actuellement. Ben, en fait, quand les formatrices nous ont posé la question de savoir quelles étaient les histoires qu'on nous racontait quand on était petit et petite. Alors, toutes les copines de la formation ont cité les contes de Grimm, d'autres de la mythologie grecque, puis des épopées ou des légendes. Et moi, j'ai vraiment eu un vide total. Je me suis dit, mais en fait, on ne m'a jamais rien raconté. Et je me disais, bon, ok, mes parents ne parlaient pas bien français, c'est vrai, mais ils auraient quand même pu faire l'effort de me raconter au moins une nuit des mille et une nuits ou un truc comme ça, mais rien. Et en fait, j'avais absolument pas conscience qu'on m'avait transmis oralement une épopée, et que l'appropriation de cette épopée s'était vraiment faite comme on en parle dans la tradition, à savoir qu'il n'y avait pas d'écrit, qu'on était jeté dans l'histoire dès le plus jeune âge, qu'on comprenait rien, qu'il y avait plein de personnages, on ne savait pas qui ils étaient, que le vocabulaire utilisé était compliqué pour nous, enfants, entre le français et l'ourdou, donc la langue nationale du Pakistan, et qu'il a fallu, au fur et à mesure des années, ça s'est débloqué, on a commencé à comprendre. Et donc moi, j'étais complètement ignorante, en fait, du cadeau qui m'avait été fait, en fait. Et il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour m'en rendre compte. Et par contre, là, voilà, maintenant, c'est tout le travail de le mettre en scène, de
de venir la raconter, de la travailler. C'est tout un parcours, toute une réflexion, toutes des choses qui viennent m'interroger sur qui je suis en tant que personne ayant une spiritualité, en tant qu'artiste, en tant que femme. Et c'est tout un petit chemin que je suis en train de mener pour l'instant, puisque le spectacle n'existe pas encore. Enfin, si, il existe, mais il n'a pas encore été montré à un public. Je pourrais continuer très longtemps, mais je continue. Fort bien. Oui, oui. Mais alors, ce qui était étonnant aussi pour moi, c'était que quand je commençais à travailler sur cette histoire, je sentais véritablement comme un blocage, comme quelque chose qui me retenait. Il y avait une certaine prudence que j'avais, que je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait. Il y avait clairement ce côté sacré, le fait de savoir que cette histoire, en fait, elle était vivante, en fait. Et il y avait quelque chose pour moi, là, puisqu'on parle du sacré, pour moi, le sacré, il est vivant. C'est que pour moi et pour des millions d'autres personnes, l'histoire dont je m'empare pour faire ce spectacle, elle est vraie. Et elle est vécue au moins une fois par an. C'est très impressionnant d'ailleurs d'aller voir les rituels qui se font, parce qu'en fait c'est une histoire, c'est une épopée, c'est une martyrologie, donc c'est une tragédie. Et la manière dont on vit ces moments-là, ces 10 jours-là, la manière dont tout le rituel est mis en place, on ne peut pas se dire que les personnages qu'on cite ne sont pas là, ne sont pas vivants, et qu'on ne le vit pas à travers notre chair, tout ce qui se passe. Et donc déjà, il y avait quelque chose de l'ordre de la croyance qui faisait que oui, mais c'est pas la même chose que... Enfin, pour moi, il n'y avait pas de problème à l'idée de raconter, je sais pas moi, un mythe grec ou romain. Et là, je trouvais je faisais face à aucune difficulté, mais quand je m'attaque à cette matière-là, je me retrouve un peu coincée aussi avec une sensation de vertige très fort. En fait, c'est une sensation d'immensité comme ça qui s'empare de vous, enfin qui s'empare de moi dans ce cas-là. Et alors du coup, pour moi, c'était aussi clair à ce moment-là. Je me disais, mais en fait, c'est pas de l'art. Je peux pas faire de l'art avec ça. Enfin, je peux pas faire de la scène avec ça. Et pourtant, j'avais quand même connaissance du fait que, par exemple, en Iran, parce que l'Iran, depuis le XVIe siècle, est vraiment le berceau du chiisme dans le monde arabo-musulman. Et mais je sais qu'en Iran, il y a du théâtre religieux. Ils appellent ça le ta'zieh. Donc, c'est un théâtre dans lequel ils représentent cette bataille de Karbala. Donc, il y a des gens sur scène, en costume, qui rejouent cette bataille. Je sais aussi que, par exemple, quand j'étais jeune étudiante à l'université, j'étais tombée à la bibliothèque de l'ULB sur un recueil de poésie persane qui relatait le martyre d'un des personnages. Et c'était tout un dialogue entre tout ce qui se passait, mais aussi un dialogue entre le père et fils. Et ça ressemblait quelque part très fort au Shahnameh, donc le livre de roi dans la littérature persane. C'était très beau. Et j'avais bien conscience qu'entre la réalité historique et ce qui était écrit dans ce livre, il y avait quand même de l'imaginaire. C'était pas quelque chose... il y avait une touche de création artistique là-dedans. Et même si je savais ça, il y avait quand même quelque chose qui, en moi, bloquait. Et puis, le fait de m'interroger par rapport à ça, il y a eu vraiment tout un travail sur l'idée de la légitimité, en fait, de raconter cette histoire. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre la parole, alors que je sais que cette histoire, en fait, les faits historiques ont eu lieu en 680, si je ne me trompe pas, et il a fallu 2 siècles pour que les chroniques historiques le relatent. Mais en attendant, c'était donc un des personnages principaux de cette épopée, la sœur du personnage principal et donc la petite fille du prophète, qui a été la narratrice, l'oratrice, c'est elle qui a raconté cette histoire et qui a fait en sorte que cette bataille, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, ne tombe pas dans l'oubli.
Donc ça a été dès le départ une tradition orale et tenue par une femme, par une figure féminine. Mais moi, j'avais conscience de ça, peur de quelque part violer cette sacralité que je voyais dans cette histoire. J'avais aussi peur de tomber dans un éventuel prosélytisme, parce que je trouve ça dingue, mais c'est comme ça. C'est que quand tu parles d'Athéna, d'Apollon et tout ça, tu n'as pas l'impression d'essayer de convaincre qui que ce soit. Mais c'est vrai que sur scène, de parler, de même prononcer le nom de Dieu des musulmans, Allah, je l'ai fait, et de parler du prophète, Mohammed, wow, c'est quelque chose. Et puis il y a aussi tout ce qui est encore très très présent en moi, à savoir que et là ça rejoint un peu tout mon combat féministe, mais ma légitimité en tant que femme de prendre cette parole, mais pas en étant femme, juste la femme, en étant la femme que je suis aujourd'hui, moi, Oumécha, j'allais dire 37, mais non, 44 ans, je sais pas pourquoi. J'avais envie pendant un moment d'oublier, mais non. Oui, 44. De me dire que c'est moi, la personne que je suis, avec le parcours que j'ai, avec les croyances que j'ai, les doutes que j'ai, mon parcours artistique, mon parcours en tant que mère célibataire, mon parcours en tant que fille révoltée, enfin, peu importe, tout ce que je suis, peut porter cette histoire, a le droit de porter cette histoire. Que je n'ai pas à chercher. Pendant très longtemps, je pense que j'ai cherché à avoir l'autorisation, l'approbation de gens extérieurs, à savoir peut-être des personnes de mon entourage. Puis après, j'ai espéré que le sacré me vienne, que je sais pas, qu'il y ait une voix comme ça qui me dise vas-y Oumé, tu dois raconter ça. Rien de ça ne s'est passé. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai le droit de raconter cette histoire parce qu'elle a été racontée dans des circonstances atroces, elle a traversé les siècles, elle a été racontée par tout plein de personnes. C'est très intéressant, c'est très magique. En fait, c'est même dans les quartiers les plus mal famés, si vous voulez. J'ai mis des guillemets, mais on ne les entendra pas. Mais ça se raconte partout, ça se raconte par toutes sortes de... On peut entendre ça dans des maisons closes, on peut entendre ça dans les rues, on entend des hindous, même des bouddhistes raconter cette histoire. Et même quand il y a les pèlerinages qui vont vers cette ville de Karbala, en fait, ce ne sont pas que des musulmans qui vont là-bas. Et en fait, je me suis dit qu'avant, au lieu d'attendre qu'une communauté ou que quelqu'un me dise « Viens, tu es à nous, tu as le droit de raconter cette histoire », je me suis dit que j'allais faire le contraire. J'allais prendre l'histoire et dire « Vous êtes à moi, je vais vous raconter ». Voilà. Alors pour le coup, j'ai été un petit peu scolaire quand j'ai vu le terme sacré. Je me suis réinterrogée sur qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, le sacré. Et j'ai même été dans le dictionnaire pour voir c'est quoi la définition exacte. C'est lié à la religion, à la crainte et au respect. Sur le plan religion, j'ai été élevée dans la religion catholique et maintenant je ne me définis plus comme catholique. Je suis croyante en quelque chose. Disons que c'est ce que j'appelle le mystère. Il y a plein de choses que j'arrive pas à expliquer, notamment par rapport à la mort. Et voilà. Mais je ne me définis plus comme religieuse. Et le mot sacré, les premières choses qui me sont venues, c'était mes premiers cours de théâtre où notre prof nous disait « Ici, la scène, c'est l'espace sacré ». Et ça n'avait rien de religieux. Mais du coup, sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement quelque chose qu'on respecte, quelque chose où on se prépare de façon particulière avant. Et
l'autre référence au sacré qui m'est venue, c'est par rapport à, paix à son âme, Didier Kowarski, un conteur avec qui j'ai eu l'occasion de travailler quelques fois, enfin de te former. Et lui, au sujet des contes de sagesse, des contes de spiritualité, il disait que pour lui, la meilleure façon de les raconter, c'était d'être dans le quotidien, dans la simplicité. Et c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi. Et dans tout ce que je vais évoquer, il y a ce rapport à justement ce lien entre sacré et quotidien. Oui, évidemment, il y a la vie qui est sacrée. Il y a je leur racontais vite fait tout à l'heure que petite, je voulais être médecin du monde. Après, je voulais être pédiatre. Après, je voulais être gynécologue obstétricienne. Ensuite, je voulais être journaliste. Et enfin, traductrice-interprète. J'ai été dans un festival trans, de musique trans qui s'appelait le Boom. Ça a fait boom dans ma tête. J'ai compris pourquoi j'avais voulu faire tout ça et pourquoi j'arrêtais et que je voulais faire du théâtre, enfin de la scène. Ça n'engage que moi. Je considère que l'art est comme une médecine de l'âme. Ça ne veut pas dire que je me présente sur scène comme une quelconque guérisseuse ou chamane, loin de là. Mais je sais que ça peut... Parce que moi, ça me l'a fait en tant que public ou en tant que pratique en formation. Et tout ce qui est enfant et gynécologue obstétricienne, ça c'est lié aux ateliers, parce que je trouve que ça, c'est un peu accompagner les gens à accoucher d'eux-mêmes. Et tout ce qui est journaliste, interprète, c'est que en tant que conteuse, je considère qu'on fait le pont, la traduction entre le monde de l'imaginaire, le monde de l'invisible et cette concrétude. Et journaliste, c'est diffuser des messages. Donc rien que parler de tout ça, pour moi, c'est un peu une dimension sacrée. Maintenant, je me dis jamais, OK, ça va être le sacré, même si je sais que je vais dans des zones un peu étranges. Par exemple, Ioana Kaera, je suis allée chercher les ancêtres martiniquais. Je suis allée revoir c'est quoi l'histoire de la Caraïbe, c'est quoi l'histoire de ces ancêtres que je pensais juste zombifiés par l'esclavage et qui n'avaient fait preuve de ce que je savais, de ce qu'on m'avait communiqué à l'école. Oui, qui s'étaient un peu révoltés, mais que finalement, la liberté leur avait été accordée par la grandeur de la France et son intelligence et sa générosité. Et finalement, en fouillant, là où ça m'a accroché, c'est tout le rapport à la mort. Par exemple, moi, je n'ai pas connu ce genre de veillée où on fait la fête. Mais même jusqu'à présent, une veillée reste joyeuse. C'est-à-dire que le rapport à la mort fait partie de la vie. On joue, on rigole, on mange, on boit. Et avant, les anciens, ils appelaient la mort, ils l'appelaient Basile. Basile, dans le calendrier chrétien, c'est le premier saint de l'année. Ce qui sous-entend qu'il se passe autre chose. C'est juste un passage. Et lors de ces veillées, il y avait une danse qui s'appelle le damier ou le ladja. C'est une danse-combat qui vient du continent. En cherchant, on trouve des liens avec le Sénégal, le Bénin, mais ça reste assez flou. Mais on sait que cette danse était déjà pratiquée sur le continent lors des moments de mort. En fait, c'était des danses à mort. Le principe de vie et le principe de mort étaient mêlés. C'est-à-dire que là, il pouvait, alors qu'il y en avait un dans le cercueil, il pouvait très bien avoir l'un des combattants qui allait rejoindre un autre cercueil. Mais ça faisait partie de la chose. On est finalement dans une dimension sacrée. Enfin, c'est comme ça que je le reçois. Parce que cette danse, moi, je la voyais comme quelque chose de juste peut-être folklorique. J'ignorais tout ce qu'il y avait derrière. J'ignorais tout le chemin d'initiation qu'il y avait pour devenir danseur de damier ou de ladja. Et j'ignorais aussi tout le chemin d'initiation qu'il y avait pour les conteurs. Alors, c'était surtout des hommes. Je ne crois pas dans tout ce que j'ai cherché, il n'y avait pas vraiment de femmes, mais c'est surtout des hommes qui avaient cette position de conteur. Et dans l'un des contes de Ioana Kaera, je fais un conte que j'ai pris dans un livre, car je ne suis pas fille de griotte, mais j'étais très heureuse de trouver ce livre. C'est l'un des conteurs martiniquais où, pour une fois, la préface, c'était pas quelqu'un d'étranger à la Caraïbe.
C'est-à-dire que lui, il dit que ces contes, il les tient de son père, qu'il lui-même les tient de son père, qu'il lui-même les tient des esclaves marrons qui allaient marronner dans les mornes, dans les montagnes, et il y avait des codes dans ces contes. Moi, je n'ai pas reçu toute cette initiation-là. Mais dans l'un de ces contes, c'est sur la création du monde. Il y a Dieu, au début, qui est assis sur une roche carrée dans un œuf blanc. Ça peut paraître anecdotique, mais même si j'ai tourné le dos à la religion catholique, j'ai gardé une curiosité de toutes les spiritualités qui existent. Et dans beaucoup de littérature, j'ai retrouvé cette géométrie sacrée, du cube et du rond à l'origine. Et je n'avais pas imaginé ça. Je pensais que c'était juste des gens qui avaient fui et qui survivaient comme ils pouvaient dans les bois et basta. Alors qu'en fait, non, il y avait tout un rapport à c'est quoi être vivant, c'est quoi la mort, c'est quoi l'ordonnancement des planètes qui nous entourent. Et d'ailleurs, ce conte sur la création du monde avec Dieu, il y a aussi la création du diable. Et la petite blague de fin, c'est qu'en fait, ils se tiennent la main, ils sont ensemble. Et donc, ça me ramène à ce truc de quotidien. Le sacré et le quotidien sont mêlés là. Sauf que moi, j'ai pas reçu enfant, j'ai pas entendu ces contes. Mes parents, ils m'ont pas raconté ça. Et pourtant, j'ai senti qu'il y avait une dimension sacrée là. Mais comment moi, qui n'ai pas vécu ça, je pourrais le raconter? Dans le processus de création, je m'interrogeais sur ma légitimité à le raconter. Est-ce que j'allais le transformer en folklore? Parce que je ne le connais pas, même si je suis née là-bas. Mais en même temps, ça m'a connectée au sacré de ces ancêtres qui ont été esclavagisés en Martinique, mais aussi à tout ce qui est continent africain, parce qu'en fait, ça fait un panafricanisme, mais tout ça, ça participait aussi à qui je suis. C'est-à-dire que toute ma partie spirituelle, je pensais qu'elle venait que de la partie catholique de l'éducation, alors qu'il y a tout ça aussi dans mes racines caribéennes. Et j'ai été imprégnée de ça pendant la création. Maintenant, sur scène, comme j'ai dit, je ne viens pas faire un épisode de chamanisme ou quoi que ce soit. Donc, c'était comment le traduire en quotidien. Donc, par exemple, j'ai revu, mais comment se passe une veillée funèbre? Comment étaient placés les gens dans l'espace? Comment ils se comportaient? Et c'est par les détails, les informations pratiques, concrètes, que j'arrive à remettre un cadre qui fait, avec des portes qui laissent passer le sacré, c'est-à-dire comment les gens se comportaient dans l'assemblée, quel rythme était mis en place. Alors c'est sûr que j'ai aussi découvert toute la dimension sacrée du tambour, qui n'est pas juste une histoire de percussion, c'est-à-dire que... Alors je connais moins pour le belay en Martinique, mais par exemple pour le goka en Guadeloupe, qui est donc un tambour, il y a 7 rythmes, et pour chacun des rythmes, il y a une signification, c'est lié à une divinité, c'est lié à quelque chose. Il y en a qu'on joue à tel moment ou pas. Il y a c'est une spiritualité qui est très liée à la nature, aux éléments. Et là, ma difficulté, c'était, OK, comment moi, je raconte ça? Comment je me permets de le dire? Est-ce que vraiment ça m'appartient? Et j'ai choisi que oui, et que c'est pas grave si je le raconte pas comme exactement ça s'est passé, parce que je choisis de faire confiance à mon essence, à mes cellules. Et que de toute façon, cette essence, cette information, elle a à être dite. Donc, pour moi, c'est pas grave si je ne corresponds pas tout à fait au rituel. Je me recrée mes rituels. C'est-à-dire que avant de raconter, il y a Ioana Kaira, après chaque spectacle, et je suis allée dans mes entrailles, donc finalement, chaque fois, je dois me préparer longtemps avant. C'est-à-dire que c'est même une semaine avant, je sais que je vais aller dans une zone particulière. Donc, je vais créer mon propre rituel, même aussi avant de rentrer sur scène. Ça va être peut-être embrasser la terre ou convoquer certains ancêtres, quoi. Mais c'est
personne ne m'a appris à le faire comme ça. Et ma mère, grande pratiquante catholique, serait horrifiée de m'entendre, je crois. mais ça passe par là. Et puis, il y a des endroits, comme disait Oumé, ça donne un vertige. C'est ça ce que j'appelle cet endroit de mystère. C'est-à-dire que je ne me définis plus comme religieuse, mais clairement, il y a des endroits de mystère. Et ces endroits de mystère, j'ai quand même envie de les raconter. Parce qu'ils font partie de moi. Enfin, pour moi, ils font partie de nous tous. Et comment prendre le pas? Alors, soit je passe par le quotidien, soit des fois, c'est trop. Et je passe par le chant. Ça ne veut pas dire que chaque fois que je chante, je suis dans une dimension sacrée, mais il y a parfois où il y a de l'indicible qui vient et je sens que la seule façon de le porter, ça va être la vibration du chant. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, pour ceux qui me connaissent, je suis je regarde le public, je vais vers les gens. Mais dans ces moments-là de chant où je sens ce mystère, cet indicible, je ne peux pas regarder. Et finalement, le sacré aussi, pour moi, c'est quotidien, il se retrouve partout. Et il y a des fois, certaines histoires m'emmènent dans des zones de sacré où je n'aurais pas cru. Là, sur mon dernier spectacle, qui s'appelle Le Cœur Squelette, il y a une histoire où je pensais que ce qui m'avait plu, c'était le côté un petit peu vengeance. En fait, c'est une femme qui est un peu abandonnée par son mari. Et il y a un moment où il y a des entités, des femmes qui arrivent un peu dans ses eaux. En tout cas, elles n'ont pas vraiment une matérialité humaine. Et elles sont couvertes de voiles blancs, de deuil. Et elles pleurent avec cette femme. Plus loin dans l'histoire, ces mêmes voiles blancs vont taper le mari. Et je pensais que c'était ça qui me parlait dans le conte. Enfin, c'est pas que j'aime taper les gens, mais il y a un petit côté, voilà, enfin, cathartique. Et finalement, je me suis fait... alors, j'aime bien toujours cette partie, mais il s'est avéré que je me suis fait, je dirais ça, choper par le sacré aux endroits des pleurs. Je tournais autour, je ne savais pas comment raconter cette partie-là. Oui, elles pleurent, elles se lamentent ensemble, mais il y avait quelque chose. Et finalement, il y a un chant qui est venu. Parfois, c'est un chant spontané, mais là, c'est un chant qui existe. C'est un chant où je me suis inspirée des Voleurs d'eau de Henri Salvador, une chanson dont il a écrit les paroles, mais la musique, il s'est inspiré d'un folklore traditionnel. Il n'y a rien de plus. Alors, j'ai cherché un peu plus sur Internet. Le folklore traditionnel en question, c'est des chants argentins qui s'appellent Cantos de Pilón et qui sont chantés par les femmes depuis longtemps. C'est un moment où elles se retrouvent et elles chantent ensemble. Et il y a quelque chose qui vibre dedans. Je ne sais pas comment dire, mais... Et quand je chante cette partie-là, bah pareil, c'est un endroit où je ne peux pas regarder les gens dans les yeux, où je sens juste qu'il y a quelque chose qui me traverse, mais que je veux partager. Et ce chant qui est venu, les cantos enfin, le fait que j'étais inspirée par la mélodie qu'il y a dans les Voleurs d'eau de Salvador et qui en fait vient des cantos de Pilón, je me dis c'est pas rien. C'est là que j'estime avoir été chopée par le sacré, parce que au moment où elle pleure avec elle pleure sur la vie en fait. Anne, elle a commencé avec cet accord et aussi de dire qu'on pense, qu'on se positionne en disant que la première chose sacrée, c'est la vie, mais c'est qu'à ce moment-là, toutes ces femmes qui pleurent, elles pleurent avec elle pour pleurer la vie, mais en même temps la réveiller en elle. Et ça, pour moi, ça a une dimension sacrée. Mais je ne vais pas dire que j'ai un conte sacré. Parce que maintenant, je regarde, j'ai aucune épopée ou histoire religieuse ou quoi que ce soit. Mais voilà, je crois, à peu près. Il y a d'autres choses qui vont venir après, mais je crois que j'ai fait à peu près le tour pour l'instant. Et donc c'était ce rapport à la religion. Moi, ça a été compliqué, la religion. Moi, j'ai été élevée dans l'amour de Jésus. Et puis, dans mon bled, on avait un prêtre qui a pris 7 ans de prison pour pédophilie. Donc, du coup, je me suis un petit peu détachée, pas de l'amour de Jésus, mais de l'Église et de ce genre de sacré. Moi, je ne savais pas trop quoi penser du sacré. Et en fait, ce qui me vient, c'est que j'ai vu, quand j'avais 20 ans, un film muet américain qui racontait l'histoire de Peter Pan. Et on voyait Peter Pan qui plantait le drapeau américain au sommet de l'île imaginaire. Là, moi, ça m'a fait un choc, en fait, en me disant quoi, mon imaginaire, il y a un drapeau américain au sommet de mon imaginaire.
Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le territoire de l'imaginaire était un territoire que je ne savais pas protéger, qu'on m'avait pas appris à le protéger. Et quelque part, des fois, j'enviais les gens qui avaient la foi, des croyances, et qui avaient des croyances avec une vie intérieure et qui savaient qu'il y avait une richesse de la vie intérieure. Parce que là, moi, à ce moment, je me suis dit, en fait, que mon imaginaire était ouvert aux 4 vents, qu'on pouvait le polluer, mettre des récits dedans qui allaient formater ma vie, parce que chaque idée, chaque action que j'allais faire, eh ben, j'allais d'abord puiser dans mon imaginaire avant de la faire, en fait. Et donc ça m'a énormément perturbée. Moi, ma mère est conteuse aussi, et ma mère, elle m'avait toujours dit, oui, les contes traditionnels, il faut respecter, il y a quelque chose de sacré. Et comme je comprenais rien à ce qui était sacré, et ben, je me suis dit, bah, je vais pas raconter des contes traditionnels. Donc j'ai inventé un monde qui donc s'appelle le monde, enfin c'est Kta, hein, le continent de Kta, si je suis la compagnie Kta, et j'ai inventé donc Kta avec toute une mythologie, avec des contes traditionnels, avec des épopées, et j'ai tout écrit en fait. J'étais jeune, hein, c'était à l'époque, vous savez, on n'avait pas trop d'écran, tout ça, ça n'existait pas encore trop. J'ai tout écrit sur des cahiers avec un stylo plume, et puis après je l'ai jeté sur mon parquet. Et un jour, mon chauffe-eau a explosé. Du coup, je me suis retrouvée avec ça d'eau, et donc toute ma civilisation a disparu dans le déluge. Voilà, alors là, je me suis dit, mais incroyable. Je veux dire, les choses se répètent, on n'y peut rien. Mais le principe de ce monde-là, c'est que chez nous, on n'a pas de président, on a un chef d'orchestre, on n'a pas de destin, on a une partition. Et que le chef d'orchestre voulait qu'on joue la partition en nous menant à la baguette. Le peuple de Kta avait énormément d'imagination, et donc comme il avait tellement d'imagination, il ne voulait pas lire une partition. Il passait son temps à improviser. Alors le chef d'orchestre a envoyé des explorateurs dans l'imaginaire qui ont dressé des cartes, puis des mercenaires qui ont bloqué les lignes imaginaires pour que les pêcheurs et les pêcheuses ne rêvent que de pêche, les maçons, les maçonnes que de briques, les profs que de programmes. Et ce qui fait qu'il y avait plus d'imagination et plus de liberté en fait dans ce pays. Et c'est là qu'on s'est fait pirate. Je dis on parce qu'on était 7 au départ, après on a été 3 et maintenant on est encore 2 en fait à être pirate de l'imaginaire. On est allé dans l'imaginaire et on a ouvert des containers où on a retrouvé des histoires, et les premières histoires qu'on a retrouvées, c'était des histoires de piraterie, de pirates. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que non seulement chez les pirates il y avait des femmes, mais que l'idéologie pirate, c'était le consensus, le contrôle de l'autorité élue, les caisses de sécurité sociale, retraite, reconversion, et qu'on a été fasciné par la vérité. Et que là, dans cet imaginaire, on a vu briller les lumières, la France avec liberté, égalité, fraternité, la révolution. Et on s'est dit qu'on voulait incarner, vivre ça dans notre chair. Alors on s'est incarné en France. Et puis là, on s'est fait, mais incroyable. Ils écrivent liberté, égalité, fraternité, mais en fait, les mots sont dévoyés, les mots n'ont plus de sens. Donc on est allé chercher la démocratie, on nous a dit, ça vient des Grecs. Alors je suis allée fouiller dans la mythologie grecque. Là, on en parlait, les textes sacrés, les mythologies, c'était censé être des trucs sacrés, mais moi, dans la mythologie grecque, j'ai énormément travaillé donc, sur la guerre de Troie. Je n'ai pas vu de sacré, j'ai vu que du politique. Des récits écrits par des hommes pour dire que les hommes étaient les maîtres du monde et évacuer les femmes de cette histoire en les faisant passer ce que j'appelle le syndrome de Héra. Hein. Héra, la jalouse, la méchante, l'emmerdeuse, hein, et dont il faut se débarrasser en fait. Et donc après j'ai compris, en fait si les Français pensent que la démocratie, la République, ça vient de la mythologie grecque, l'Europe elle est basée sur la mythologie grecque, et c'est normal que les femmes et les personnes racisées puissent pas rentrer en fait dans la République. Et donc là, j'ai passé toute une partie de mon travail en fait à faire de la recherche historique et documentaire. Et j'ai fait beaucoup de spectacles qui étaient très 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 réalistes, très documentaires sur l'histoire. En me disant à l'école, on ne m'a pas raconté l'histoire que j'aurais voulu entendre. On nous raconte l'histoire des vainqueurs. Et donc je suis allée fouiller dans l'histoire des vaincus, parler de l'histoire des pirates, les brigands, les anarchistes. Et les femmes, parce que les femmes ont été bien effacées de l'histoire. Donc j'ai énormément travaillé sur des choses très, 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 très réalistes.
Et puis en discutant aussi avec d'autres gens, notamment avec Thierry Arnaud Diallo, avec qui j'ai eu des grandes discussions sur le sacré, sur l'imaginaire, sur la fiction, et ben, je me suis rendu compte qu'en étant très documentaire et très réaliste, je parlais qu'au mental. Et que tout l'intérêt pour moi du conte traditionnel, des mythologies et de toutes ces paroles qui venaient de très 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 loin, en fait, c'était que ça ne parlait pas qu'au mental. Alors on ne comprenait pas tout, mais on savait qu'il y a une chose que le conscient comprenait et que dans l'inconscient, il se passait d'autres choses. Et donc je me suis mis à chercher comment faire pour donner à l'histoire, la grande histoire, aux histoires de lutte, aux histoires des vaincus, une dimension qui ne parle pas qu'au mental et qui aille plus loin en fait dans l'imaginaire. Et que si on parle de sacré, en fait, pour moi, ce qui était sacré, c'était cette force de vie qu'on peut avoir chacun à l'intérieur et ce monde imaginaire qu'il est important de cultiver. Il est ouvert à 4 vents, on est attaqué par le récit national. Le récit national, il va nous raconter une histoire et que c'est hyper important. Par exemple, je disais... Fermez les yeux. Je vous dis pirate, vous voyez quoi? La barbe, le perroquet, la jambe de bois. Pendant 1h30, je raconte que des histoires de femmes pirates. À la fin, je leur dis fermez les yeux, vous voyez quoi? Des hommes et des femmes. Les grèves de 36, les ouvriers ont fait la grève, vous voyez quoi? Des casquettes et des moustaches. On parle des femmes dans les grèves de 36, maintenant vous fermez les yeux, vous voyez les hommes et les femmes. Et que toute l'idée était donc de pirater l'imaginaire qui était l'imaginaire dominant en fait, et traquer la domination dans les récits, et après travailler, parce que là, donc moi je suis française, donc je suis issue d'une culture coloniale, donc raciste, validiste, hétéronormée, grossophobe, enfin tout. La France, c'est tout. Vous le savez, l'arrogance. Donc il y a un énorme travail à faire, et cet énorme travail à faire, pour moi, il faut commencer par le faire dans l'imaginaire. Si on arrive à dépolluer l'imaginaire, petit à petit, à enlever toutes ces couches pour arriver à retrouver une parole qui a un sens. Parce que là, aujourd'hui, c'est terrible. Les politiciens se sont emparés du récit, ce qu'on appelle le storytelling, où ils vont dire, oui, la ménagère de 50 ans, quand elle rentre chez elle. Et donc, c'est des méthodes, en fait, qui sont là pour dévoyer le langage, en fait. Donc, la parole est sacrée. Pour moi, la parole est sacrée. Elle est on perd le sacré. Il y a un moment, c'est pareil, tu vérifies l'heure, parce que... Ouais. L'écrit, parce que là, pendant longtemps, moi, je me dis, avant, j'ai beaucoup travaillé sur les trobaïrites. Les trobaïrites, c'est les femmes troubadours. On se rend compte que tous les textes des trobaïrites qu'on a, en fait, ils ont été écrits 100 ans après avoir été composés. Ça veut dire que pendant 100 ans, les gens se les ont racontés. Et c'est l'oralité, en fait, qui a fait que 100 ans après, il y a des gens qui ont décidé de les écrire et qui fait que maintenant, on les a. Pendant longtemps, on vendait un truc, on disait quelque chose, on crachait dans la main et la parole était sacrée. On ne revenait pas sur la parole. Et après, on a inventé des contrats. Et donc maintenant, on écrit des trucs, on signe, et l'écrit a pris la place. L'écrit, pour moi, c'est génial parce qu'il y a plein d'informations qu'on n'aurait pas eues, et en même temps, ça nous a enlevé de notre mémoire interne. Avant, on avait une mémoire interne très très forte. Et parce que bon, j'ai un ami qui vient de Guinée, puis il me disait, tu vois, quand on est sur le canapé comme ça, mais putain, mais foutez-nous la paix. Parce qu'en fait, pendant ce moment-là, en fait, le cerveau fait le travail de virer toutes les informations qui ne sont pas intéressantes pour garder les choses intéressantes. Parce que moi, je me suis rendu compte, je connais le nom de la femme du fils de Richard III, là. Non, c'est pas Richard, Charles, mais Meghan et machin, dont j'ai rien à foutre. Mais en fait, il y a plein d'informations qu'on garde dans notre tête parce qu'on sait que les vraies informations dont on a besoin, on les retrouvera sur Google. Et donc, on oublie, en fait. Donc, le revenir à une parole sacrée, une mémoire sacrée, la transmission, parce qu'on parlait de la fonction, l'espace sacré de la scène et la fonction en fait de la transmission. Et parce que là, il y a beaucoup de choses qu'on a évoquées toutes les trois, et on voulait parler de l'intuition aussi.
Je voulais, en fait, j'ai fait un spectacle qui s'appelle Les Combats de l'ombre 2, c'est tout un cycle. Et dans ces Combats de l'ombre 2, je parle des luttes féministes collectives. Donc des femmes en groupe, pas d'individus, pas de sauveuses qui sait tout, mais des femmes qui, ensemble, en groupe, ont fait des choses. Et mon héroïne, elle travaille dans une usine de machines à laver. Et ben moi, je ne savais pas pourquoi. Moi, ça m'est venu comme ça, elle va travailler dans une usine de machines à laver. Et puis un jour, j'ai une anthropologue qui a vu le spectacle, qui est venue me voir et qui m'a dit « Alors là, franchement, la machine à laver, bien joué, quoi !» Ah, et pourquoi? Et là, elle me raconte que la machine à laver, ça a été une avancée pour les femmes, pour le travail des femmes, certes, mais que 2 fois par an, à l'automne, au printemps, toutes les femmes se retrouvaient au bord de la rivière pour laver les grands draps. Et que pendant les moments où elles lavaient les draps ensemble, elles avaient des rituels de cohésion, des rituels qui leur permettaient de rester connectées toute l'année, de partager des moments forts, et qu'à partir du moment où il y a eu la machine à laver, eh ben on s'est toutes retrouvées toutes seules devant notre machine à laver. Et que par rapport à tout le spectacle que j'avais construit sur les luttes collectives des femmes, eh ben ça avait du sens. Et ben moi, je ne le savais pas. Et c'est là où, par rapport à l'imaginaire, la vie intérieure, eh ben peut-être qu'il y a des moments, en fait, par le rêve, en rêvant, en fait, on va trouver des informations qui, peut-être, on peut l'expliquer scientifiquement, des mémoires dans l'ADN. Les Tibétains, ils parlent de la bibliothèque akashique. Et ils disent qu'ils ferment les yeux, ils rentrent en méditation, ils ont une question, puis ils arrivent dans une grande bibliothèque, ils ouvrent un tiroir, ils ont la réponse à la question dans le tiroir. Et que peut-être que nous, en fait, dans les états dans lesquels on se met, parce qu'en fait, on se met dans des états... Et oui, vous le voyez, de toute façon, on ne peut pas le cacher. Mais on parlait des synchronicités, des moments où on est là, en fait, et où on chope, en fait, des informations et où on les passe. Parce que moi, j'avais lu des historiens qui disent « Oui, scientifiquement, on ne peut pas dire ça ». Et moi, je dis « Bah ouais, mais scientifiquement, t'as quoi ? En fait, t'as les archives que t'as retrouvées. Mais est-ce que dans notre ADN, on n'a pas des informations ? Et est-ce qu'on ne peut pas se permettre, nous, on peut, se permettre, en fait, de rêver, d'avoir des intuitions et d'y croire, en fait, et d'avoir confiance en nos intuitions. Voilà, c'est pas mal. Hein. Ouais. Pylône, dont je parlais tout à l'heure, j'ai découvert ça après avoir fini la création, où j'avais déjà décidé que j'allais prendre l'air de cette chanson-là. Donc, et de découvrir que c'était des chansons de femmes au moment où il y a des femmes qui pleurent ensemble, bah voilà, c'était un de ces moments d'évidence, de synchronicité. Voilà, c'était juste une redite, désolée. Rajouter un ou deux trucs. C'était je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, hein, on n'est pas là-dedans, mais je suis en train de préparer l'intervention ici. J'ai lu quelque chose qui m'a complètement bouleversée. Enfin, j'ai entendu quelque chose qui m'a bouleversée, et j'avais envie de le partager avec vous parce que ça me donne moi aussi la légitimité et aussi la possibilité de vous transmettre tout ce que j'ai pu recevoir de par mon parcours et de ma vie. Je vais citer un verset coranique, mais qui est d'une beauté incroyable. Je vais essayer de le dire en arabe. Je vais commencer. Donc, c'est « Nahnu narkusu alayka ihsan al-qassas ». C'est bon. Ça dit donc... Dieu qui s'adresse donc au prophète Mohammed et qui lui dit « Nous te racontons les plus belles histoires ». Donc moi, j'ai décidé de prendre justement tout ça et de me dire « Ok, ce sont des histoires, de très belles histoires, et que moi, j'avais envie de vous les raconter. » Voilà. Je peux me permettre, Oumé, moi j'aimerais bien que tu nous racontes comment Fatima est allée parler et de ce qu'on croit et ce qui n'est pas vrai. Voilà. Bon, il fallait venir à la place Fernand Coq à 13h en fait. Oui, pardon. En fait, entre l'image véhiculée, entre ce qu'est une femme musulmane, ce qu'était une femme musulmane au Moyen-Âge et la réalité, il y a une grande différence.
Déjà, on sait que historiquement, donc déjà la femme du prophète Khadija était une femme très puissante et que souvent, alors je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais moi j'ai toujours perçu ça comme si c'était une personne qui était là et que ça tombait bien parce qu'elle avait de l'argent et qu'elle pouvait aider le prophète quand il n'y en avait pas et qu'elle était là pour lui donner un peu de sécurité et puis c'était bien, c'est tout. Moi, j'avais compris ça comme ça. Après, je me suis intéressée à ce personnage et elle est incroyable. Mais ça, je vous le découvrirai peut-être dans le spectacle. Mais par contre, en fait, il faut savoir que donc, dans la culture bédouine à l'époque, et donc, il n'y avait pas d'héritage pour les femmes. Et que donc l'islam a instauré l'héritage pour les femmes. On parle de la moitié de ce que les hommes reçoivent, non pas parce que nous ne sommes la moitié d'un homme, loin de là, c'est que la culture à l'époque faisait que on avait aussi le devoir de prendre soin, donc un frère, la fratrie, ou la partie, tous les hommes de la famille devaient prendre soin des femmes jusqu'au bout de leur vie. Donc elles avaient de l'argent et puis cette sécurité, cette possibilité d'être accueillis, d'être nourris, de recevoir tout ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins. Mais alors aujourd'hui ça paraît rien, mais c'était une avancée de dingue. Et en fait la première personne dans l'islam à avoir été privée de son droit, c'était pas n'importe qui, c'était la fille du prophète en fait, Fatima. Fatima donc a reçu un héritage et au moment où le prophète est décédé, on lui a pris son héritage. Et alors moi j'ai grandi aussi dans cette culture de ah oui mais Fatima elle était donc c'était la femme voilée qui ne sortait jamais de chez elle, qui ne demandait pour sortir ou pour faire quoi que ce soit, elle demandait l'autorisation des hommes de la maison, ceci cela. Bon, c'est une façon de dominer toutes les femmes parce que ce n'est pas du tout la réalité, parce qu'au moment où on lui a pris son héritage, Fatima est sortie, Fatima est allée revendiquer son droit et on est aussi encore de nouveau dans l'oralité, c'était un sermon, elle a tenu un sermon pendant je ne sais pas combien de temps et par après, la conteuse, la narratrice de l'histoire de Karbala, qui est donc Zainab, sa fille, était dans ses attributs. On disait qu'elle était donc l'oratrice, la conteuse du sermon de Fatima. Donc c'est elle qui relatait encore et encore l'injustice qu'on avait faite envers sa mère, à savoir de lui prendre ses droits de femme, ses droits de succéder à son père. De succéder à l'héritage, hein, pas pour de prophétesse. Et elle était aussi, donc Zainab était aussi la narratrice de la bataille de Karbala. Donc voilà. Et ça, c'est des femmes inspirantes pour moi. Il y avait aussi le fait que, vu qu'elle avait pu parler autant, ça veut dire qu'elle était éduquée. Tout à fait. Et qu'elle avait... Et aussi, c'est par rapport, on était dans le sacré, aussi de toutes les significations des choses. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu peux. Moi, je pose un regard de conteuse sur sur le Coran, mais aussi sur les hadiths, donc la tradition, tout ce qui se raconte, toutes les chroniques et tout ça. Et quand je vois ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir aussi du symbolique derrière. Par exemple, je sais qu'il y a des traditions, des chroniques où on te raconte que, par exemple, que le prophète s'est déplacé et il a été chez sa fille Fatima et il a demandé à ce qu'elle le couvre de son manteau de prophétie. Parce qu'en fait, et déjà ce manteau de prophétie, c'est quelque chose que Khadija lui avait donné, donc sa femme. C'est au moment où il est arrivé tout tremblant. Et c'est magnifique. Il était arrivé tout... Enfin, Dieu lui a parlé, quoi. il y a de quoi flipper. Et qu'il est arrivé tout tremblant à la maison. Elle l'a recouvert d'un manteau. C'est son manteau du Yémen qui est reconnu comme... Enfin, on en parle encore du manteau. Et d'ailleurs, après la première révélation, la seconde révélation, Dieu s'adresse à lui en lui disant « Toi qui portes le manteau que Khadija t'a donné, en fait. Hein » Même si c'est pas dit. Et du coup, il se couvrait de ce manteau pour pouvoir se protéger. C'est pas une protection, mais je pense que c'était pas rien. Il avait besoin de se sentir quand même dans un petit cocon quand il recevait ces révélations-là. Et du coup, dire maintenant que quand il se déplace et qu'il arrive chez sa fille et qu'en fait, il lui demande de lui donner son manteau, moi, en tant que conteuse, je comprends que Fatima est la gardienne du manteau de la prophétie.
Voilà. Et du coup, moi, ça suffit pour que j'ai la chair de poule et que j'ai envie de raconter des trucs. Enfin, voilà. Et je pense qu'en fait, l'histoire, même comme ça, en fait, il y a plein d'endroits qui résonnent, qui font comprendre qu'il y a peut-être autre chose à raconter. Et ces autres choses à raconter, maintenant, sont racontées aussi d'un point de vue... Moi, je vous parle peut-être beaucoup de religion, mais moi, mon point de vue reste le point de vue de quelqu'un, d'une artiste qui a besoin de chipoter là-dedans pour pouvoir trouver ma réalité et mon envie de m'emparer de cette mythologie, si vous voulez, parce que bon voilà, comme je le dis souvent, mais moi j'entretiens une relation assez amour-haine avec l'islam, à savoir que cette culture m'a donné énormément, mais qu'elle m'a pris beaucoup aussi. Et pas qu'à moi, en fait, à nous les femmes. Voilà, il y a clairement une domination patriarcale, misogyne, et que maintenant, il y a des femmes savantes, des féministes musulmanes, ce n'est pas un oxymore, ça existe, et elles revisitent tous les textes, et elles ont le savoir pour le faire, et elles revisitent tous les textes, et même on parle souvent des traductions en disant ouais mais c'est mal traduit, c'est pour ça, mais en fait non, c'est pas que mal traduit. À partir du moment où en fait il faut se rendre compte que l'arabe utilisé dans le Coran est un arabe du Moyen Âge, un arabe du Moyen Âge. À l'époque où moi je l'ai étudié, quand on avait l'arabe classique, pour un mot dans le dictionnaire, on pouvait avoir 2 pages de significations différentes possibles, et que maintenant toutes ces femmes super des badass, comme je les appelle, se cassent la tête à se rendre compte qu'en fait, un verbe qui est traduit d'une certaine manière, et qui est tout à fait raisonnable pour je ne sais pas combien de versets, quand il s'agit d'un lien avec une femme, tu vas peut-être le traduire par taper ou un truc comme ça, tu vois. Et ça passe, parce que c'est vrai que c'est une acceptation du verbe, mais c'est quand même étrange que c'est que à cet endroit-là qu'on l'utilise et pas ailleurs. Et donc elles sont en train de revisiter tout, elles sont en train de revisiter la traduction, et elles ne changent rien, elles mettent juste un éclairage sur ça. C'est que jusque maintenant, tous les savants ont été des hommes qui ont transmis une pensée, une réflexion, un truc humain, subjectif, et qui les arrangeait vachement bien de dominer la femme et de la garder à sa place, alors que déjà à l'époque, quand le prophète était vivant, il invitait les femmes à entrer dans le débat politique, et c'était les bédouins de l'époque qui lui disaient mais calme-toi, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, ok, on est d'accord de faire ça, mais on va pas les sortir de la maison. Et pourtant, elles sortaient de la maison, elles étaient impliquées dans la nouvelle cité qui était en train de se créer. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Oui, donc voilà, mon travail à moi, en fait, là-dedans, maintenant, c'est juste d'être attentive à toutes ces petites choses qui sont dites et qui sont juste balayées comme ça, et puis après on va glorifier l'homme. On peut glorifier les hommes, il y en a plein qui ont fait plein de choses. Mais moi, à travers cette histoire, j'ai plutôt envie de faire un famage qu'un hommage. Et il y a de quoi, en fait. J'ai même pas besoin de faire des trucs de dingue. Enfin, j'ai pas l'impression que je dois tordre la tradition pour le faire. C'est juste là. C'est juste que personne, je dis pas personne, genre moi je le fais, mais je veux dire, il n'y a pas de regard qui se pose sur ces histoires-là pour pouvoir dire mais tiens, c'est géant ça. Khadija a reconnu le prophète, donc c'est elle qui a été le chercher, et c'est pas rien. Je veux dire, dans notre histoire, dans le peuple musulman, tu as une nana qui a 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, elle a une dizaine d'années plus vieille que Mohamed à l'époque, qui a 25 ans, donc il a 25, elle en a 40, je pense. Voilà, c'était ça. Faites-vous le calcul par vous-même. Et c'est elle qui va le chercher, quoi, qui lui fait ouais, moi je vais t'épouser. Bon, je sais pas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et que toutes ces femmes deviennent des modèles pour moi et qui m'inspirent dans mon travail de conteuse. Bonsoir. Alors, je m'appelle Zoubida Moussine, je suis conteuse. Et je voulais d'abord vous remercier toutes les trois. Franchement, ça a été un spectacle. Merci infiniment. J'ai pas une très bonne mémoire. Enfin, un jour, quelqu'un m'a dit mais non, tu peux pas avoir une mauvaise mémoire puisque tu es conteuse. Mais en tout cas, je ne sais pas très bien qui a dit quoi, donc je lance. Et puis, comme tu as terminé, Oumé, je vais commencer par toi. Un jour aussi, on m'a demandé, quand tu étais enfant, ta maman te racontait des histoires, tes parents te racontaient des histoires, et puis j'ai réfléchi, je me dis, à part une histoire de hérisson et de renard, à part ça, je ne m'en souviens pas. Par contre, c'est vrai qu'elle me racontait les histoires issues de la vie des prophètes.
Et je te remercie infiniment parce qu'en fait, c'est presque comme si tu me donnais en fait cette légitimité que je cherchais depuis longtemps, dans le sens où effectivement dire Allahu Akbar, ça c'est l'horreur, et parler de religion, c'est vrai que moi je n'aurais jamais effectivement osé parler de religion sur scène, peut-être parce qu'on voit plus encore que je suis musulmane, donc c'est peut-être encore un plus grave délit de ma part, et vraiment je te remercie, vraiment juste pour ça. Je suis contente d'être venue aujourd'hui. Tu disais, toi aussi, qu'en fait, par rapport au sacré, je vais faire comme ça, tac, 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 par rapport au sacré, quand tu racontes, tu ne sais pas très bien si c'est du sacré ou pas du sacré. Moi, j'ai l'impression que tout ce que tu as partagé aujourd'hui, effectivement, à partir du moment où il y a le verbe, en fait, à partir du moment où on raconte quelque chose et puis que tu racontes un peu tout ce qui est issu de tes racines, je me dis que ça va même très loin, finalement, dans le sacré. Tu nous ramènes, en fait, toute une histoire et je suis impatiente. J'espère que le spectacle dont tu as parlé, tu le rejoueras parce que j'aimerais énormément le voir. Et puis, pour terminer, il y a un truc qui me... Alors, c'est plus... une réponse par rapport à une question peut-être que tu te poses. Je suis en parallèle d'être conteuse, je suis thérapeute en hypnose. Et ce que je dis en fait aux gens quand ils viennent, je leur dis écoutez, quand vous rentrez en hypnose, en fait effectivement vous ouvrez une bibliothèque avec des ressources immenses. Et l'une des ressources que parfois on n'imagine pas parce que c'est beaucoup plus loin que nous-mêmes, c'est en fait une sorte de sagesse universelle où tout est réuni, mais tout est réuni bien au-delà de ce monde. Tu parlais de l'ADN. Effectivement, tu as des gens qui viennent parce qu'ils ont une problématique liée à un transgénérationnel et on ne sait pas très bien, en fait. On ne peut pas mettre le doigt parce que dans une bibliothèque immense, parfois, on n'a pas toujours le titre. On voit peut-être la reliure, mais on ne voit pas quel est le titre et ce qui est à l'intérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait des belles choses, une machine à laver qui arrive sur scène, quoi. Ou une chanson. Voilà, c'est ce que je voulais. J'étais vite comme ça, je ne prenne pas trop la parole. Merci en tout cas. Ah oui. Juste, c'est pas vraiment une réponse, mais au tout début où j'ai parlé, j'ai dit oui, je compte depuis 2010, et puis j'ai eu un blanc. C'est qu'en fait, effectivement, je compte depuis 2010, mais je dirais que ça fait depuis 5-6 ans que je me sens vraiment conteuse, dans le sens où je sais pourquoi je prends la parole sur scène. C'est-à-dire que j'étais conteuse, je racontais des histoires, je faisais des tours de conte, et c'était bien, c'était bon, je m'amusais, et je mettais du cœur dans ce que je faisais, mais je crois que c'est depuis la création de Ioana Kaera, ce premier spectacle, où vraiment j'ai plus pris ça ne veut pas dire que je considère que chacune doit faire ça, mais je sais en tout cas que les deux à côté de moi aussi sont dans cette dynamique. C'est-à-dire qu'aucune, on va arriver en disant on fait du sacré, mais on sent quand même qu'on a une responsabilité à être là. Qu'est-ce que on vient 1 heure sur scène, les gens en plus ils payent pour venir nous écouter. Enfin, c'est pas, mais qu'est-ce qu'on vient planter comme drapeau ou pas. D'ailleurs, peut-être qu'on n'est pas dans une dynamique de planter en drapeau, mais qu'est-ce qu'on fait partager, qu'est-ce que ça laisse comme trace. Donc c'est vrai que depuis chaque fois, après Ioana Kaera, je m'étais dit c'était chaud quand même. Disons qu'en fait c'est des spectacles où dans le processus de création, ça me tord les boyaux. Il y a des informations qui me mettent en rage, qui me font pleurer, où je comprends plus l'humanité. Et pourtant, je sais qu'après, je veux le raconter. Donc, il faut que je fasse tout un travail de concentrer, condenser tout ça pour que ce soit entendable et que mon public soit pas mon déversoir. Et après, je me dis, tiens, après, je crois que je vais faire un spectacle posé, tranquille. Et après, j'ai fait quoi ? J'ai fait Frida. Autoportrait à la façon de Frida Kahlo avec Christine, où là encore, c'est encore à les brasser. Donc finalement, oui, je suis conteuse depuis 2010, mais je dirais que je me sens vraiment conteuse depuis là où je sais pourquoi je parle. Et d'ailleurs, merci Catherine Pierlot qui nous a aidé sur Frida. Mais pourquoi ça fait sens ? Et que je sens aussi qu'il y a des choses
qui me dépasse au moment où je suis sur scène. Où c'est pas question de sacré ou d'invisible, mais il se passe bien des choses. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure au Café Le Coq, que souvent quand on sort de scène, les gens nous disent « Ah, mais ils ne nous reconnaissent pas. Ils trouvent qu'on a changé de tête, qu'on est plus petite ou plus... oh, mais t'as la voix t'es toute tranquille, en fait. » Et on se disait justement au café que en fait c'est pas juste c'est pas une histoire de talent de comédienne ou quoi, c'est que on se laisse traverser par des choses, on est porte de quelque chose. Et c'est vrai que ça fait que depuis quelques années que j'ai réalisé et que je l'assume et que ça veut pas dire que je réussis mais que j'ai conscience qu'il y a ça qui traverse, comme sur le plan quantique, on est matière et on est onde à la fois. Voilà. Oui, merci encore à Compte en Balade d'organiser ça parce que c'est tellement précieux d'entendre ce type de paroles-là, y compris et peut-être même encore plus de conteuses qu'on connaît et qu'on apprécie et de femmes qu'on connaît et qu'on apprécie parce que cette qualité-là, ce dévoilement-là, c'est pas tous les jours qu'on prend le temps de le poser. Donc voilà, double, triple, quadruple, quintuple, merci pour ça. Et moi, ma question, c'est une question très banale en même temps, mais qui, je trouve, se pose tout le temps dans la vie, peut-être en général, si c'est important pour nous, cette notion du sacré, et dans nos vies de conteuses, peut-être d'autant plus. C'est que vous avez parlé du sacré et du quotidien, et on sent comment ce sacré et ce quotidien, ils sont ensemble parce que c'est la vie, parce que la vie est sacrée et qu'on est en vie, donc tout ça est sacré. Et en même temps, on sent comment il y a tellement d'occasions de désolidariser complètement nos quotidiens et le sacré. C'est-à-dire il y a tellement d'occasions d'être complètement surencombré de soi-même ou de multiples informations ou injonctions, etc., etc. Et donc, cette question de l'État que tu évoquais, Anne, j'avais envie de vous entendre peut-être chacune un peu là-dessus sur, en fait, pour vous, c'est quoi ces points d'appui ou ces zones qui vraiment vous permettent de cultiver cet État qui fait que on ait des portes ou que les portes sont ouvertes, que le sacré infuse dans le quotidien et inversement. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Ouais. Je sais pas, moi je le verrais dans le truc de la vie intérieure. Un des trucs qui m'a le plus inquiété dans les nouvelles études sur les enfants qui regardent trop les écrans, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de voix intérieure. Et que je me disais, moi dans la mythologie de gauche, je veux dire, voilà, moi je viens d'une famille de gauche, donc avec une mythologie de gauche, et dans la mythologie de gauche, il a fallu détruire l'Église, et en détruisant l'Église, j'ai l'impression qu'on a aussi détruit de cultiver la vie intérieure. Moi j'ai mon père qui disait, le jour où je pourrai plus rien faire, je serai plus rien. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit putain, quand tu ne pourras plus rien faire, tu ne seras plus rien. Je me disais, mais moi, quand je fais rien, je suis encore. Toi, et que quelque part, est-ce que c'est pas voilà et que là, je fais ça, je me caresse peut-être que là, en fait, on a aussi cette énergie de joie, en fait, la joie, et que de revenir comme appui. Tu dis comme appui. Moi, je dirais que l'appui, c'est croire en ses rêves, de prendre le temps. Parce que souvent, je dis, moi, j'ai habité avec des gens qui étaient tous des sportifs plutôt de haut niveau, qui sont levés à 5h du matin, qui font des milliers de trucs. Et moi, je passais souvent le temps comme ça. Et moi, je bosse beaucoup comme ça, en fait. Mais parce que je suis ailleurs et où je culpabilisais par rapport à tout le monde, parce que j'étais pas dans le faire et de s'accorder ce moment. Dire, moi, dans mes appuis du quotidien, c'est s'accorder le moment de ne rien faire. De juste rêver, de faire confiance en son imaginaire, parce qu'on peut partir, parce qu'on voit les enfants, c'est naturel. Les enfants, ils le font naturellement. Et de se reconnecter aussi aux enfants, quand tout d'un coup, les enfants, ils font « Ah, je suis dans la grotte, et puis là, regarde, je traverse la rivière », et qu'ils y croient, ils sont sûrs de leur truc, et d'y repenser, de toujours se remettre aussi, parce qu'on l'a tous vécu, ça. Donc moi, mes appuis, ce serait ça, c'est l'enfance, l'innocence,
oser, oser rien faire et de rêver et de faire confiance en ses rêves. Et tout motivé par la joie. Merde. Alors, c'est pas tout le temps qu'ils sont mêlés, sacré et quotidien. C'est pas tout le temps que j'arrive à être en état de conscience de ce qui se passe. Mais c'est vrai que le mot qui m'était venu avant même que tu commences, c'était le rire. En fait, le rire désacralise aussi. En fait, il remet dans le quotidien tout en donnant cette force. Et c'est vrai que par rapport au côté créole, il y a ça, où il y a les choses les plus nobles qui arrivent. Et ensuite, il y a une histoire de caca qui vient. Et et on peut que rire, en fait. Et ça ramène que la vie est ça. On est, parce que sinon, on peut être... Parce que justement, quand j'ai parlé de la définition du sacré, il y avait crainte, respect, religion. Donc j'ai dit que j'ai viré la religion, j'ai gardé le respect et j'ai aussi viré la crainte. Parce que ça, c'était le truc qui m'a fait fuir l'Église, c'était d'entendre ça dans l'homélie. Tu dois craindre ton Seigneur. Et j'avais quand même une dichotomie entre tout cet amour prôné et cette affaire de crainte, où justement on s'empêche de faire des choses. Comme là, avant Yohanna Kara, je dis, mais est-ce que... mais est-ce que je suis assez martiniquaise? Est-ce que je connais pas? J'ai pas été initiée par un gars ou une nana dans les bois. Et je crois que c'est par le rire, en fait. Retrouver qu'est-ce qui est un peu trivial là-dedans. Je crois que ça passe par là. Je crois. Merci pour ta question, Amandine. Moi, je pense que je vais rejoindre ce que Anne dit, en fait, le plaisir de ne rien faire. Moi, une fois, j'étais en train de travailler, c'est-à-dire que je ne faisais rien, j'étais sur mon canapé, et ma fille aînée est passée, et elle m'a dit un truc, je travaille. Elle s'est dit, ah ben dis donc, il y en a qui se font pas chier ici. Et c'était ça. C'est d'accepter, en fait, vraiment de... Et c'est dur, c'est terriblement dur. Et en plus, dans l'époque dans laquelle on est maintenant, d'accepter vraiment de se dire qu'en fait, ça ne vient qu'à partir du moment où on lâche. Et de pas... attendre le résultat. Enfin, ce qui, pour moi, était très difficile en début, c'est que je venais du théâtre et du coup, j'avais aussi ce truc de représentation de moi. Donc, j'avais besoin de savoir comment j'allais être et de déconstruire ça, de donner de la place à l'histoire et en disant, ben voilà, moi, en fait, je vais venir et en fait, à un moment, ça sera l'histoire qui prendra le dessus. Et donc, je n'ai pas, pendant le processus de création, à m'imaginer moi sur scène. C'est pas mon taf, ça. Je dois, moi, imaginer l'histoire. Et après, oui, peut-être que je suis comme ça ou comme ça sur scène. Et puis voilà. Et puis, par rapport à l'idée du quotidien, en fait, moi, de nouveau, c'est l'attention on en a parlé, de l'attention, de la synchronicité, le fait d'avoir, de porter un regard particulier sur ce qui peut dans le quotidien être sacré. Et aussi de se dire aussi qu'en fait, on a plein de récits qui nous habitent, peu importe de quelle culture on vient, il y a plein de petites histoires, plein de petites choses qui existent et qui viennent donner des exemples, viennent appuyer ce qu'on pense, viennent nous questionner à des endroits. Je pense à ça parce que l'autre jour, j'étais en train de... Je repense à deux moments. Je me souviens à un moment quand j'étais aux études. Et donc, comme je faisais orientalisme, donc c'était langue et littérature orientale. Et donc, c'est vrai qu'il y avait de tout, mais il y avait aussi des personnes d'origine musulmane, très pratiquantes et tout ça, qui, à un moment avant d'aller à un examen oral, a fait une prière sur moi et je dis mais c'est quoi, enfin tu vois, c'est un peu comme si tu faisais un mantra ou un peu comme si tu faisais un tour de magie si tu veux, tu donnais de la force à quelqu'un à partir d'une prière et je lui dis tiens c'est laquelle, et elle m'a dit c'est la prière que Moïse a fait avant de faire face à Pharaon.
la peur qu'il avait, la crainte qu'il avait en lui, en fait, il a demandé la force nécessaire pour affronter pas n'importe qui, Pharaon, son père et tout ça. Et moi, j'étais là, waouh. Et l'autre jour, j'ai paumé un truc super important. Et puis ma sœur m'a fait, il suffit que tu dises que la force, le monde de l'invisible qui a aidé Salomon à faire ça, machin. Et je suis là, ok. et en fait, déjà, ça peut être présent. Enfin, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que tu peux, le voir si tu poses le regard, et puis tu peux le convoquer aussi. Et en fait, nous, en tant que conteuse, clairement, on a le matériel pour le convoquer, le sacré. Donc, voilà. J'avais oublié, du coup. Je les rejoins. Moi, j'appelle ça le travail de rêve, ou des moments où je reste aussi comme ça. Et c'est vrai que je sens que je suis au bon endroit quand justement je suis dans ce travail de rêve-là et que je ris dedans. Quel que soit le sujet, mais il y a un moment, même si c'est hyper deep et que dans mon imagination, il y a une anecdote qui arrive ou quelque chose d'improbable ou d'incongru, eh bien, là, ça me donne l'indice que c'est juste. Parce que j'ai ri et que j'étais bien. Mais c'est vrai que ça demande du rien, ce travail de rêve. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable à faire, vautrer dans un canapé et de laisser les pensées vagabonder. Peut-être qu'on n'est pas tous très bien à rester dans un canapé des heures, mais sinon c'est chouette, hein, c'est super. Moi, j'avais une petite question pour Anne. Comme tu disais que ta maman était conteuse et qu'elle t'avait dit que dans le merveilleux et tout ça, c'était sacré, qu'il fallait vraiment raconter. J'aurais bien voulu que tu développes un peu, toi, comment tu peux te réapproprier ces récits tout en gardant, ou bien alors tu décides de ne pas du tout raconter les contes merveilleux en disant, mais qu'est-ce que du coup, en tant que conteuse, tu as par rapport à ce matériel-là, à ta position? Eh bien, donc, au début, je me suis dit, j'y touche pas. Après, je me suis dit, mais en fait, quand ils ont été collectés, ils ont été enfermés, ils ont été écrits. On parlait de l'écrit, de l'oral, ils ont été écrits, ils ont été enfermés dans des livres, comme La Belle au bois dormant. Ils ont dormi pendant 100 ans. Et quand on rouvre le livre, en fait, eh bien, quand il ressort, il faut l'accorder. C'est ce que je crois, qu'il faut le réaccorder avec le temps. Que s'ils n'avaient pas été écrits et qu'ils avaient été transmis de génération en génération pendant 100 ans, ils auraient évolué. Et que là, on ne se retrouverait pas avec des trucs qu'on considère complètement misogynes ou qu'on ne comprend plus parce qu'on n'a pas les codes d'il y a 100 ans. Parce que ça, c'était un gros truc aussi avec Anouka Nisonen aussi, qui a énormément travaillé sur vraiment, elle était vraiment dans le respect de cette tradition que moi, je ne respectais pas. Et elle parlait de la gardienne du foyer. Et que aussi, dans nos sociétés, on a décidé que la gardienne du foyer, c'était un poste nul. Parce que le soin, c'est dénigré. C'est complètement dénigré parce qu'en fait, là, ils ont fait des études sociologiques, hein, c'est super drôle sur la cuisine. On se rend compte que les femmes font la cuisine, mais que, genre, tous les midis, tous les soirs, il faut refaire. Et que l'homme, généralement, parce que pas tous les hommes, pardon, mais eux, ils vont construire les étagères ou faire des trucs qui sont solides, qui restent longtemps. Alors que le soin, c'est un truc qu'il faut refaire et refaire et refaire. Et qu'elle disait, mais en fait, le poste de gardienne du foyer, c'était un poste hyper important parce que c'est essentiel à la vie. Et là, je me dis, mais oui, mais carrément, quoi. Et donc, du coup, après, moi, j'ai repris des contes trad dans mes combats de l'ombre. En fait, les combats de l'ombre, c'est un conte traditionnel qui fait l'histoire cadre, un mythe que je revisite du point de vue des femmes et des récits de l'histoire populaire, donc que des histoires vraies qui sont arrivées et que je mets à l'intérieur de tout ça. Et ben moi, j'ai pris le parti de me dire qu'il y avait des principes dont on n'avait plus les clés forcément. Et parce que là c'est pareil, il faut que vous voyez mes spectacles parce que j'ai pas envie de je vais pas vous dire en fait. mais parce que il faut voir, parce que là je prends des contes que tout le monde connaît, puis tout d'un coup tout le monde fait ah putain c'est ça ce conte, et où je prenais juste pour moi ce que je considérais comme le principe. Et où je vais changer, c'est qu'au lieu que ce soit un prince ou un machin, ça va être des choses qui me parlent à moi aujourd'hui.
mais où il y a quand même, pour moi, l'essence du conte. Et après, parce que j'ai lu quand même plein de trucs de gens qui parlent sur les contes, et puis en fait, comme les historiens qui parlent du médiéval, et puis qui disent, oui, bon, en vrai, on écrit des bouquins comme ça, mais en vrai, en fait, on sait rien. Non, mais parce que clairement, je veux dire, avec les archives, on ne fait que supputer. Et donc, il y a un moment, je me dis, il y a des gens qui se permettent de supputer, et ben moi aussi, je suppute. Je suis interpellée, Anne, quand tu dis que tu respectes pas la tradition. Est-ce que c'est parce que c'est dans mes questionnements aussi? Est-ce que tu n'as pas justement, en réinventant la tradition, justement pas l'impression de super bien la respecter? Voilà, c'est un peu une question oratoire, hein. J'ai un peu ma réponse en tête, mais bon, voilà. C'est super drôle, en fait, parce que c'est justement en discussion beaucoup avec Anouka Nisonen. En fait, je me suis dit, bon, voilà, ma mère, elle m'a transmis. Donc, moi, j'ai vraiment eu de la transmission orale. Et puis, moi, j'ai fait, ouais, la tradition, c'est misogyne. Fuck la tradition. Je le dis, fuck. Voilà. Et après, ma mère me disait tout le temps, le conte traditionnel, il est frondeur. Le conte traditionnel, avant qu'il soit récupéré par les chrétiens qui l'ont écrit pour faire un héros chrétien, en fait, sauveur, le héros du conte populaire, il est frondeur. Il te dit pas, il faut que tu attendes que Dieu te donne le truc. Non, il va chercher, il attend pas sa chance, il provoque sa vie, il est frondeur. Et donc, du coup, après, je me suis dit, mais incroyable, parce qu'en fait, moi, en frondant contre la tradition, en disant, ouais, jamais je ferai ça, eh ben, j'ai trouvé ma voie. Ma voix à moi, en fait, ma façon de faire, en fait, et notamment avec les récits de l'histoire populaire, que moi, c'est toujours ça qui m'a fascinée, en fait, de pouvoir transmettre l'histoire populaire. Et donc, clairement, aujourd'hui, je peux le dire, je suis grave dans la tradition. Mais parce que justement, je suis, pour moi, dans ce truc de transmission, comme je vous le disais, les 100 ans enfermés dans le bouquin, et ben, j'ai l'impression, après, moi, c'est ma lecture du renouveau du conte. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai grandi avec le renouveau du conte. Donc, j'ai vu les débuts, les contes traditionnels, la mythologie, puis après sont arrivés les récits de vie, et puis après, petit à petit, on a transformé, refait en fait des choses. Et que clairement, parce qu'il y a des gens qui m'ont... au début, moi, quand j'ai commencé, je m'en suis pris plein la gueule. Hein. Il y a vraiment plein de gens qui m'ont fait « Ouais, mais de toute façon, tu fais pas du conte traditionnel ». Et des gens qui faisaient des trucs... ou qu'ils allaient prendre une histoire d'une tradition qu'ils ne connaissaient pas et qui racontaient des trucs. Et puis après, tu leur demandais, mais pourquoi tu as choisi cette histoire? Oh, parce que je la trouvais jolie. Et tu la trouves jolie, mais tu sais de quoi tu parles. Et je me rendais compte qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Juste, ils avaient ouvert un bouquin, ils avaient trouvé l'histoire jolie. Et là, toi, tu viens me dire que je ne fais pas de la tradition. Bon, ça m'a énervé, pardon. Mais c'est voilà, mais qu'après, oui, je pense que je suis dans la tradition. Je suis dans la tradition de la transmission et que en plus, mine de rien, avec tout le bagage, parce que j'ai eu cette chance-là d'écouter des histoires et des histoires de toute mon enfance, que j'ai plein de trucs dans mon inconscient dont j'ai pas conscience et que je peux convoquer aussi à des tas de moments. Mais clairement, il y a des tas d'histoires que je ne raconterai pas. Je ne raconte pas tant de contes traditionnels que ça et que j'ai préféré inventer des nouvelles choses et transmettre l'histoire populaire. Parce qu'à l'école, on nous raconte une histoire avec des faits, des dates qui ne nous parlent pas, qui ne nous reconnectent pas à nos ancêtres. Et qu'on a perdu le culte. Il y a un moment, je me suis dit, le culte des ancêtres, chez nous en France, c'est les plaques de noms de rue. Et nous, les plaques de nom de rue, il y a quelques résistants, et après, c'est tous des militaires, des généraux, des gens qu'on massacré, qu'on tué, qu'on pillé. Et que je dis, si c'est ça le culte de nos ancêtres, il faut qu'on change. Hein. Moi, je suis pour le déboulonnage, vraiment. Voilà, donc, oui, je pense que je suis une conteuse traditionnelle. Voilà. Bonjour, je m'appelle Maria. Voilà, moi j'étais très interpellée et très touchée. Et je vais commencer par Omé, quand tu as dit qu'il y a certains mots que tu n'as jamais, j'interprète peut-être, osé peut-être dire sur scène par rapport voilà, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, on va dire. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je pense que parfois on a cette peur des choses et des mots et des paroles qui sont très chères à nous, mais que pour nous on sait la signification que ça. Et ça a une définition, on peut dire, pour le dire d'une façon, qui nous est propre. Et donc on a peur qu'en prononçant ça va être mal compris.
parce qu'il y a des a priori, parce que les gens se font des idées, parce qu'eux, ils ont vu passer une définition, c'est celle qu'ils ont échoppée, et ils n'ont pas accès à ce qui est à l'intérieur. Et donc, je trouve que c'est toujours courageux de quand même les sortir et d'essayer d'ouvrir cette intériorité qu'on a, qui est sacrée. Et le sacré est souvent tellement personnel parce qu'on parle des cultures, de notre héritage, de ce qu'on a vécu, ce qu'on a redécouvert, via des intuitions ou autres. Mais finalement, c'est très personnel, c'est c'est notre esprit à nous, très individuel, avec toutes les influences qu'il a pu avoir et avec des intuitions qu'on ne sait même pas d'où elles viennent. Et donc, je trouve que c'est important de oser faire le pas. Moi, je ne suis pas francophone et je me suis lancée dans le conte en français. Et au début, j'ai dit, mais c'est impossible en français, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que déjà, je ne maîtrise pas les mots. Les sens que les mots en français ont pour moi, ce n'est peut-être pas nécessairement le sens du francophone moyenne et qui est le francophone moyenne. Mais bon, donc ça vient d'autres significations. Et en plus, le sacré, moi, je respecte beaucoup la spiritualité, on va dire, des autres. Et donc, je ne veux pas entrer ou franchir ou je ne sais même pas les mots, aller contre des choses qui sont sacrées pour d'autres. Et donc, je n'aime pas imposer ce que moi, je trouve sacré et je ne veux pas ne pas faire attention au sacré de l'autre. Et en même temps, je trouve que moi, parce que j'ai baigné là-dedans, le sacré est là. Et c'est joyeux, et c'est beau, et ça nous donne une force incroyable. Et donc, parfois, il faut un peu le cacher, parce qu'on ne veut pas trop dévoiler, ou parce que c'est un peu intime aussi. Mais j'ai toujours trouvé que quand d'autres personnes ont osé le dévoiler, c'est trop beau. Ici, on a eu 3 exemples aujourd'hui très différents. C'est merveilleux de le voir. Et donc peut-être s'octroyer ce droit de dire, on se dévoile. On dit souvent comme conteuse que quand on se met sur scène, on est nu. Voilà, le sacré, c'est la nudité de la nudité. Donc il faut peut-être aussi franchir ce cas. En tout cas, je voulais aussi remercier à Canton Balade parce que quand j'ai vu le thème, j'ai dit « Oh, on va parler de ça, on peut parler de ça ?» Et donc, j'étais très, très titillée et je ressors très enrichie de tout ce que j'ai entendu. Donc, merci. Ce n'est pas vraiment une question, c'est un partage. Mais voilà, si ça inspire, allez-y parce que c'est magnifique, c'est ce qu'on a entendu ce soir. Merci. Moi, je me demandais, par rapport à Humé, qui a reçu des récits quand elle était enfant. Vous en avez reçu aussi. Et c'est bien d'être conteuse sur scène, mais je trouve que l'idéal total, c'est d'être conteuse tout le temps et que les récits qu'on a besoin de transmettre, on puisse les transmettre tout le temps, qu'ils ne soient pas juste réservés à la scène. Et c'est une question que moi je me pose aujourd'hui. J'ai aimé aussi, moi, recevoir des récits de la religion catholique, et juste je les ai en moi. Et je me demande aujourd'hui parfois, tout à fait hors contexte de la scène, mais comment est-ce que je peux encore parler de ces choses-là aujourd'hui, parce que je ne sais plus tout à fait y croire. Enfin, comprenez-moi bien. Je me demande aussi, parce que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on a un terreau quand même. C'est ces choses inconscientes dont on n'est pas conscient, ce sont ces récits ou ces chants qui nous reviennent et tout. Mais qu'est-ce qu'on arrive à transmettre en dehors de la scène aujourd'hui, dans nos vies quotidiennes, avec nos enfants, avec nos amis? Qu'est-ce qu'on partage comme récit en fait? Ce qui était ce temps sacré où vous réunissez dans cette maison, où vous communiez autour d'un récit. Ou alors, le seul temps sacré aujourd'hui, c'est d'aller partager des récits sur scène. Enfin, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ce sujet. Voilà. Moi, ça m'arrive très très souvent de raconter des histoires pas sur scène. Parce qu'en fait, il se passe des trucs et puis tu as toujours t'as une petite situation, il fait oh bah tiens, il y a une histoire qui raconte. Attends, tu connais pas cette histoire. Attends, moi, il y a vraiment plein de moments où je suis pas sur scène, où il se passe des trucs et j'ai une histoire qui me vient et je la raconte.
Moi, dans mon cas, de toute façon, toutes les histoires si on parle vraiment du travail que je suis en train de faire pour l'instant, en fait, ces histoires, moi, elles m'ont été transmises dans un cadre bien clair. C'était donc un rituel. On allait à la mosquée. Enfin, il y avait tout ça jusque très très longtemps. Moi, en fait, je pouvais y aller. C'était un truc où j'avais examen le lendemain. On était avec les cahiers en train d'étudier pendant que l'histoire se racontait. Ou j'avais une représentation de théâtre. On venait me chercher à 10h30 du soir là pour que j'assiste à la fin du rituel. Et ça ne me dérangeait absolument pas. C'était quelque chose auquel je tenais énormément. Aujourd'hui, je ne vais plus à la mosquée et c'est un choix personnel. Et mes enfants n'y vont pas non plus. Et pourtant, cette histoire, elle existe encore et elle est racontée autrement. Et moi, c'est le défi de la raconter sur scène. Ça vient bousculer beaucoup de choses en moi et ça vient aussi chipoter des trucs de l'ordre de l'interdit, de la transgression, toutes ces thématiques qui me sont assez chères. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire exister ça sur scène. Mais maintenant, dans mon entourage, à savoir déjà mon entourage le plus proche, je considère que c'est nécessaire que cette histoire se transmette encore. Donc mes enfants, mes nièces, mes neveux, je leur raconte encore cette histoire. Pour ceux qui vont à la mosquée, ils n'ont qu'à y aller et ils auront la version mosquée. Et ce qui est super beau, c'est qu'ils en redemandent, en fait. Parce que mes filles qui ne se disent appartenir à aucune spiritualité, ne faire partie d'aucun dogme et se sentent libres dans leur spiritualité, peuvent me dire que le moment de l'entendre comme ça, elles en ont envie, mais les moments clés de l'année où on la raconte, elles ont même comme une sensation qu'il y a besoin, quelque chose qui manque. Et je dis, tiens, c'est tel jour, et elles font, c'est le jour où il s'est passé ça. Et comme nous, dans notre croyance à nous, moi personnellement, le temps n'existe pas. Pour moi, si cette histoire a eu lieu dans une époque historique à un moment, elle est là. C'est un peu ce que je disais au café avec Christine, avec ce monde de l'écho, où une fois que la parole est prononcée, elle ne s'arrête pas. Pour moi, alors là, je me dénude complètement devant vous, mais pour moi, la chose là, je suis en train de vous parler, pour moi, ce moment ne s'arrête pas, ça ne sera pas un passé, ce n'est pas un futur, c'est là. Et donc, si je me connecte, quand ces jours-là arrivent, où on célèbre ce rituel, je me sens... c'est comme si je ne faisais que relater ce qui est en train de se passer. Et étrangement, mes enfants qui ne sont pas du tout là-dedans vont me dire, tiens, il se passe quelque chose. Et maman raconte un peu. Et alors j'ai l'impression, je vous ai déjà raconté. Oui, mais, mais alors que moi, je l'ai entendu pendant plus de 40 ans. Et je raconte. Donc cette transmission, j'essaye de la faire en dehors de la scène. Et pour moi, c'est juste... Après, voilà, j'ai besoin de le faire une fois parce que j'ai envie d'expérimenter ça, de combiner ces deux amours que j'ai, la scène et la spiritualité. Mais après, je trouve aussi que notre travail, il n'est pas que sur scène et qu'il faut trouver maintenant les espaces pour que notre fonction existe en dehors d'un cachet et de spot, quoi. Ça, elle est un peu dans différents sens. Alors, je vais essayer de... Bon, en vrai, si, on m'a raconté des histoires, et c'est vrai que c'était des histoires de la Bible. J'avais piscine des jours de catéchisme. Donc, c'est ma mère qui m'a fait catéchisme. Et j'adorais toutes ces histoires. Bon, jusqu'à ce qu'il y ait ce truc de crainte où j'ai arrêté d'écouter les homélies du prêtre et que j'ai quitté l'église. Mais voilà. Mais ces histoires-là, non, je ne raconte pas la Bible. Je ne raconte pas... je peux l'évoquer dans une conversation, mais je ne le raconte pas. Donc, ce n'est pas ça que je transmettrai. Moi, je raconte pas beaucoup de contes hors scène. J'étais en train de réfléchir pourquoi. Bon, je crois qu'il y a une partie, c'est que je compte souvent debout et je bouge pas mal. Donc, j'ai l'impression d'un peu envahir l'espace si on est dans une conversation comme ça et que d'un coup, je me lève et waouh, yeah. Donc sinon, je raconte vite fait comme ça. Et je me rends compte que ce que je raconte sur scène, c'est des choses que je peux raconter à l'extérieur, mais que je vais les raconter différemment, où je vais mettre plus de détails ou élargir, mais que
ce que je fais sur scène, c'est le concentré actif, en fait. C'est ce que j'ai vraiment... Parce que aussi, au moment où je vais sur scène, je vais pour dire des choses qui me sont vraiment importantes. Et du coup, j'ai envie d'être entendue et comprise. Mais donc, d'être entendue et la qualité d'écoute est autre quand on est sur scène et que les gens, ils ont décidé d'accorder, ils ont donné le consentement pour cette attention. Peut-être qu'il y a une part de moi qui est timide de me livrer dans la vie avec autant d'énergie sur certains sujets que quand je suis sur scène. Mais il y a d'autres genres d'histoires que je raconte. Comme tout le monde, on a sa propre mythologie personnelle et il y a certaines histoires sur des moments clés de ma vie ou de compréhension que je vais raconter. Mais j'ai pas... Ouais, je raconte rarement des contes hors. Mais je raconte, c'est clair que je parle. Je parle. Mais c'est que je pense qu'il y a aussi ce truc, au-delà du truc de timidité, c'est qu'il y a un... Anne parlait de l'état. Et je crois que je ne suis pas forcément dans un état de transe, mais je suis dans un état un peu autre, un peu décalé, qui fait que je ne l'ai pas forcément au quotidien. Donc au quotidien, je vais... je crois que ta question, c'était ça. Pourquoi ce qu'on raconte sur scène, on ne le raconte pas dans la vie? Ou pourquoi on ne se permet pas cet état-là Juste parce que moi j'ai eu une mère conteuse aussi, donc j'ai peut-être aussi cette gymnastique plus facile, parce que moi je lui racontais des trucs, puis des fois j'avais mes copains qui étaient là, puis elle savait que machine, elle avait fait ça, machin, et elle me disait « Oh, ben, je vais vous raconter une histoire ». Nous, on va dire merci à vous tous, mais aussi à l'équipe de Contes en balade qui nous a invités. Oh, balade, voilà. Il faut mettre le micro là. Merveilleuse équipe de Contes en balade. Il faut que ce soit enregistré dans le podcast. Voilà. On peut les citer. Marion, Alicia, Christine, Carole, Muriel, Julien. Et Humé, oui. Toi-même. Mais j'ai rien fait aujourd'hui. Merci beaucoup.